Alors, déjà, on va commencer par une première partie pour rapidement refaire le tour d'une installation photovoltaïque. Hein. Quels sont les composants? Donc, le cœur de l'installation, c'est les panneaux photovoltaïques, forcément. Des panneaux qui ont connu une évolution depuis déjà 10 ans assez rapide. Hein. Puisqu'il y a 10 ans, c'était l'époque des fameux contrats à 60 centimes. On avait des panneaux qui possédaient un faible rendement. Donc on était autour de 13% environ de conversion entre la lumière et l'électricité. En 2021, on peut dire qu'on a atteint les 20% hein, sur les panneaux photovoltaïques courants qu'on voit sur les exploitations. On est sur 20% de rendement. Ça veut dire que quand il y a 1000 watts qui arrivent sur le panneau en ressort 200 watts en équivalence, quoi, hein. Donc on a une évolution technique à ce niveau-là. Et on a aussi une évolution au niveau du coût, puisqu'en 2010, le panneau coûtait 4 euros par watt installé. Donc WC, c'est watt crête, c'est l'unité de puissance du panneau photovoltaïque. Donc les 4 euros du watt crête sont descendus à 0,75. Ça remonte un petit peu ces temps-ci, hein, vu qu'il y a beaucoup de demandes sur le matériau et qu'il y a en plus des soucis au niveau logistique entre l'Asie et l'Europe, les containers, etc. Le coût a un peu augmenté, donc on est à 0,75, 0,80 en fonction de la taille du projet actuellement. Donc une part importante du coût des projets allait dans les panneaux photovoltaïques en 2010. Autant maintenant, les panneaux photovoltaïques représentent moins de 40% du coût global des projets. Maintenant, on paye de plus en plus la main-d'œuvre, la mise en place, l'assemblage de la centrale. Donc c'est surtout ça maintenant qui rentre dans le coût et qui est relativement incompressible. Mais bon, voilà. Alors, une centrale photovoltaïque, c'est donc un ensemble de panneaux qui sont reliés en série les uns avec les autres et qui sont ensuite mis en parallèle pour ensuite être reliés au niveau du coffret en tension directe, en courant continu, pardon. Et donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est une espèce d'ensemble de batteries qui sont mises les unes derrière les autres et des batteries qui sont alimentées par le soleil. Donc, qui dit système en série dit aussi que quand il y a un des panneaux dans la série qui est un peu faiblard, la tension générale de la série diminue, d'où l'intérêt d'être assez attentif au niveau maintenance, parce que quand il y a un des panneaux qui flanche, par exemple, ou qui est ombragé par rapport aux autres, il va impacter directement la puissance de la centrale. Donc attention à ces points-là, l'ombre sur les bâtiments, à éviter de préférence. Donc derrière les panneaux qui sont assemblés en série, on retrouve du coup les boîtiers de jonction. C'est eux qui vont effectivement mettre tous les composants en série. Alors au tout début du photovoltaïque, parfois c'était un peu sportif à ce niveau-là. Les connecteurs ne se mettaient pas hyper bien les uns avec les autres. Maintenant en 2021, il n'y a plus aucun problème avec ça, hein. On est sur des composants qui sont vraiment standardisés et il n'y a plus du tout de problème de compatibilité. Donc parfois on entend ah tiens, il y a une centrale qui a un peu chauffé un endroit. Ça n'arrive plus actuellement avec les nouveaux montages qui sont réalisés avec ce type de composants, quoi. Donc derrière les panneaux, on arrive du coup au coffret courant continu. Donc c'est un tableau qui comprend un ensemble de disjoncteurs et qui va du coup assurer la protection de l'installation. Éviter l'exemple le plus évident, il y a la foudre qui s'abat sur la toiture. Ça protège le reste de l'installation, y compris les onduleurs qui sont derrière. Grâce à ce dispositif de protection, quoi. Et ça évite d'avoir du matériel à remplacer inopinément s'il y a un coup de tonnerre s'il y a la foudre qui arrive sur l'installation photovoltaïque. Donc je ne vais pas trop m'appesantir, hein, parce que c'est des éléments qui sont assez spécifiques, mais tout ça rentre
dans l'installation, donc les parasurtenseurs et les protections en fusible hein, qui sont présents dans le coffret d'essai. Et ensuite, une fois qu'on sort de ce coffret en courant continu, on arrive sur l'autre pièce maîtresse de l'installation, c'est ce qu'on appelle les onduleurs. Les onduleurs vont convertir le courant continu, donc courant de type pile ou batterie, hein, en courant alternatif. Ça, c'est le courant qui rentre dans les appareils qu'on utilise tous les jours. Et donc, c'est ces appareils-là qui vont synchroniser le courant sur le réseau pour que le courant alternatif se mélange avec, en tout cas, puisse être ensuite injecté sur le réseau ou utilisé sur l'exploitation, mais sans problème sans problème de tension ensuite sur les appareils. Donc ça, c'est vraiment une pièce importante de l'installation. Donc les onduleurs, il vaut mieux les mettre dans un local séparé du reste du bâtiment. Donc on demande en général des murs hein, pour les isoler, avec également une bonne aération, puisque les onduleurs sont comme les panneaux photovoltaïques, les onduleurs sont sensibles à la température dans laquelle ils évoluent. Plus la température monte, moins le rendement des onduleurs va être bon. Donc il faut faire en sorte que ce local soit aéré. Donc ici on a un local, on peut aussi envisager de mettre simplement un toit au-dessus, une petite protection pour la pluie et laisser simplement les onduleurs sur l'extérieur. Hein. Donc ça, on voit également ce genre de disposition sur les bâtiments. Ou alors quand on a vraiment envie d'écarter les onduleurs des bâtiments de production, on peut aussi installer ce qu'on appelle une cabine dans laquelle on loge les onduleurs et comme ça on peut les mettre un peu à l'écart. Donc voilà un exemple de ce qu'on appelle je vous parlais des cabines qu'on pouvait installer à proximité des bâtiments. Là on a ce qu'on appelle un shelter, abri en anglais, pour un 100 kW en injection. Donc on voit les onduleurs Huawei ici qui sont dans le shelter. Il y a des grillages sur le côté pour l'aération, c'est à l'abri de la pluie. Il y a un indice de protection à la pluie, hein, donc même s'il y a un peu d'humidité qui rentre, c'est pas un problème. Mais au moins, voilà, c'est bien aéré et l'onduleur peut fonctionner à température optimale. Et ensuite, derrière, donc on a la protection en courant continu, puis on a la protection en courant alternatif, qu'on va retrouver du coup, notamment ici pour une installation en autoconsommation sur le tableau général basse tension. C'est là que va se faire du coup la protection de tout le reste de l'exploitation par rapport à un défaut qui pourrait survenir à ce niveau-là, quoi. Donc ça, c'est un autre élément important. Donc les protections, de toute façon, seront installées hein, lorsqu'il y a une mise en œuvre de centrales photovoltaïques. Et alors encore un dernier point pour les installations qui ont injection totale, c'est ce qu'on appelle le point de livraison. Donc injection totale, on va voir ça dans un instant, mais quand l'exploitation injecte la totalité de son courant sur le réseau, il y a une petite armoire qui est installée par Enedis et qui va faire le comptage de l'électricité en fait, hein, qui arrive de la centrale et qui repart ensuite vers le transformateur et le réseau public. Donc c'est une manière forcément de faire le comptage de l'électricité et pour ensuite pouvoir la facturer chez Enedis, chez EDF. Voilà, et donc ici ce qu'on peut observer, c'est un élément supplémentaire qui est le système de bridage. Hein. Ça c'est pour ce qu'on appelle l'autoconsommation totale. L'autoconsommation totale, il n'y a pas d'injection de courant sur le réseau. Donc quand on réalise une installation de ce genre, on doit signer une convention avec Enedis pour dire je n'injecte pas le moindre kilowattheure sur le réseau. Et dans ce cas, les onduleurs doivent être synchronisés avec le compteur pour éviter qu'il y ait de la tension excédentaire par rapport à ce que soutire l'exploitation à un moment donné. Ça permet du coup de baisser la puissance des onduleurs lorsqu'il y a trop de production photovoltaïque par rapport à la consommation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bridage. C'est un élément basique, hein, ça s'installe très facilement et ça permet du coup de garder de faire vraiment de l'autoconsommation 100% totale, quoi. Voilà un petit mot, donc le petit mot technique est terminé. De toute façon, si vous êtes intéressé, j'imagine que vous irez voir des installations en fonctionnement.
vous verrez tous ces éléments-là et sans aucun souci. Donc on va passer sur la deuxième partie qui est plus la partie valorisation de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de projet? On a 3 configurations qui sont possibles en photovoltaïque. Première configuration, c'est la vente totale d'électricité. Donc le principe, c'est d'avoir du coup un bâtiment. Ce bâtiment est en soutirage sur un compteur. Et la centrale photovoltaïque va être sur un autre circuit pour l'injection du courant sur le réseau, quoi. Là, c'est la configuration où on a le point de livraison où se réalise le comptage de l'électricité qui est produite, quoi. Donc ça, c'est la première option. Ça s'adresse essentiellement à des consommateurs qui ne consomment pas énormément d'électricité, ou alors à des moments qui sont décalés par rapport à la production photovoltaïque en journée, quoi. Donc, par exemple, un élevage laitier en salle de traite, faible consommation d'électricité, consommation tôt le matin et plutôt en fin d'après-midi. Pendant toute la période au milieu de la journée, il y a un peu le temps qui tire, mais pas énormément. On peut se dire, là, ça ne va pas être hyper intéressant de faire de l'autoconsommation. Donc, la vente totale, à ce moment-là, est pas mal, quoi. Deuxième option qu'on privilégiait pas trop jusqu'à présent, vu que les arrêtés tarifaires n'étaient pas hyper favorables, c'est la vente du surplus. Donc, vente de surplus, comment ça se passe? Les panneaux photovoltaïques, du coup, sont branchés sur le tableau général basse tension. Lorsqu'il y a du surplus, le surplus part vers le compteur de soutirage, qui va du coup compter ce qui sort et ce qui part sur le réseau d'Enedis, quoi. Donc là, il n'y a pas de nouveau boîtier à mettre, c'est juste que le comptage va se faire au niveau du compteur de soutirage. Et donc voilà. Donc il y a quand même, c'est pas pour autant que donc là, il faut en général aller à la 20 000 volts pour faire le raccordement. Ici, c'est la ligne qui fait le soutirage chez vous qui va servir de ligne pour faire l'injection du courant sur le réseau d'Enedis, quoi. Donc il y a sans doute un petit renforcement à faire, surtout si on monte la puissance de la ligne pour pouvoir injecter le courant qui est produit. Donc point important, c'est qu'il faut que la puissance d'abonnement soit mise au niveau de la puissance du photovoltaïque pour pouvoir injecter l'intégralité du photovoltaïque si à un moment il n'y a pas de consommation sur le site d'exploitation. Donc ça veut dire que, mettons que vous êtes en 60 kVA actuellement, si vous installez un 200 kW crête sur la toiture, ce qui correspond environ à 150-160 kVA en puissance onduleur, il faudra sans doute monter l'abonnement à 160 kVA. Donc il faut prévoir un surcoût aussi au niveau abonnement à ce niveau-là. Mais bon, c'est une configuration très intéressante. Puisque en fait, au-delà de 100 kW crête, donc au-delà de 500 m² de panneaux, on a accès au fameux tarif de 9 centimes 80 que je viens d'évoquer, un bon tarif de valorisation, et ça permet également de monter la puissance de la centrale sur les toitures, d'avoir du coup une bonne couverture en hiver, une meilleure couverture en période hivernale où traditionnellement le photovoltaïque ne produit pas grand-chose. Et c'est là que l'électricité vous coûte aussi le plus cher, quoi. Donc ce sont des projets à privilégier à partir du moment où on a des surfaces de toiture de plus de 500 m² de disponibles, non amiantées et pas trop mal orientées, de manière à pouvoir faire de la vente du surplus dans cette configuration-ci, quoi. Et alors la troisième option, du coup, qu'on privilégiait beaucoup jusqu'à présent, parce que vu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'autoconsommation totale, qui est en fait de ne pas avoir d'injection du tout sur le réseau. Donc il y a le compteur de soutirage, du coup l'exploitation soutire ce qu'elle a besoin, et lorsqu'il y a une production photovoltaïque, ça vient alléger le soutirage à certains moments. Si par exemple on soutire 30 kVA à un moment et que la centrale produit 10, vous ne soutirez plus que 20 kVA à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'était une configuration assez intéressante, puisque dans cette configuration-là, on ne paye ni raccordement ni taxes. Donc ça, c'est un point quand même assez intéressant.
En revanche, il n'y avait pas de prime. Entre-temps, la région a mis en place une subvention dans le cadre du PCEA 412, donc subvention de 25 000, sur 25 000 euros d'investissement maximum, à 40% de taux de subvention, 50% pour les JA. Donc ça peut être une option intéressante. Quand est-ce que c'est intéressant? Quand on n'a pas beaucoup de toiture. Mettons qu'on ait 300 mètres carrés de toiture, on se dit je vais utiliser ça pour faire un projet d'autoconsommation. De toute façon, je ne peux pas aller au-dessus de 500 et avoir le 9 centimes 80 en tarif de rachat. Donc autant, je vais pas construire, j'ai pas besoin de bâtiment, donc je ne vais pas construire un bâtiment rien que pour ça. Donc ça, c'est un peu la réflexion qu'il faut avoir. Donc l'autoconsommation totale, une bonne option dans certains cas, à discuter au cas par cas forcément en fonction de votre exploitation, quoi. Donc voilà, ce PCEA 412 est une subvention intéressante et complémentaire à la 411B que vous connaissez peut-être, donc aide à la modernisation pour tout ce qui est bâtiment neuf. Donc ça, c'est aussi une autre subvention intéressante qui vient de rouvrir là début 2022. Avec un taux de subvention de 25 000 euros sur des investissements de maximum 120 000 euros de bâtiments. Donc c'est toujours des points, des subventions qui sont bonnes à prendre. Et quand on est un peu limite en termes de stockage, par exemple, ça peut être l'occasion de faire un investissement et de profiter également de ces petits coups de pouce. Alors l'autoconsommation, actuellement, il est plus intéressant d'autoconsommer de l'électricité que de la vendre sur le réseau. Pourquoi? Bon, là c'est un exemple pour un tarif bleu, donc inférieur à 36 kVA. Mais la même situation peut s'appliquer quand même sur vos élevages. Donc tarif bleu actuellement, en heure pleine, on est à 14 centimes 61 du kilowattheure. Et en vente d'électricité, là c'est le tarif 100 kW crête, je vous ai dit 9,47 à l'instant, ça c'est l'ancien, à 9,52. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est plus intéressant d'éviter de consommer ça que de vendre ça sur le réseau, quoi. Donc ça c'est la situation. Pour autant que la production photovoltaïque ait lieu au moment de votre consommation. Il faut que ce soit de l'instantané, puisque actuellement, les batteries, ça coûte encore un peu cher. Donc, il faut que la consommation de l'électricité photovoltaïque soit en même temps que la production, c'est-à-dire pendant la journée, quoi. Et donc ici, je vous ai mis un éleveur porcin, à Plélo, près de Saint-Brieuc. Il a investi dans un 70 kW crête en autoconsommation totale. Et on fait un bilan de son installation. Et puis il dit en 2021, c'était moins bon le taux d'autoconsommation. Et il a produit 10 000 kWh en moins. Enfin, en tout cas, avec le. Et donc, on regarde un petit peu. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez d'avril 2021, ça a été le milieu du mois d'avril, c'était merveilleux au niveau du temps, grand soleil. Donc impossible qu'il y ait des perturbations au niveau de la production photovoltaïque. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la courbe, en fait, il y a plein de creux. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces creux? Ils ne consomment pas assez. La courbe rouge, en fait, c'est la courbe de conso. Et donc on voit que ici ça va. Là, il y a quelques creux. Et puis là, en début d'après-midi, au moment où il y a plein de production photovoltaïque, voilà. Et là, le bridage se met en route parce qu'il ne peut pas injecter de courant sur le réseau. Et donc il y a une perte de production à ce niveau-là. Bon, après, c'est pas dramatique si c'est une fois de temps en temps, mais là, visiblement, il y a eu quand même plusieurs fois des épisodes comme ça pour perdre 10 000 kWh sur un an. Donc, on va regarder comment améliorer les choses. Mais pour bien mettre en évidence qu'il ne faut pas être trop optimiste au niveau de la puissance des centrales. Je me rappelle bien, l'étude, elle était à 92% d'autoconsommation. Donc, normalement, c'est déjà pas hyper élevé. Donc il faut essayer d'éviter de descendre trop en termes de taux d'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, c'est la valorisation que vous allez avoir pour l'électricité photovoltaïque. Donc globalement, pour dimensionner, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les appels de puissance sur l'exploitation. Donc nous, on va directement chercher ces données chez Enedis. Et là, par exemple, on a les données de décembre 2021, la première semaine. On voit les différentes courbes, donc c'est les différentes journées. Et donc ici, on voit bien que sur cette exploitation-ci,
on passe rarement en dessous de 80 kVA pendant la journée. Et en moyenne, on se situe plutôt aux alentours de 100 à 110 kVA. Gros élevage ici. Donc des courbes assez élevées. Ici, la courbe estivale est avec plusieurs coupures de courant, enfin plutôt disjonctage. Donc l'éleveur m'a confirmé qu'avec l'irrigation en été, ça pompait un peu trop par moment. Donc ici, première semaine de juin, et on voit une courbe, pareil, qui en tout cas en été, flirte plutôt avec les 100 kVA en journée. Donc on va pouvoir adapter la puissance photovoltaïque, en tout cas pour faire de l'autoconsommation totale. Si on se met dans un autre ordre d'idée, on se dit, la vente de surplus, là, la consommation de l'élevage n'est plus si importante que ça. Et là, on peut calibrer des courbes de production qui dépendent en fait de la surface de toiture disponible. Mettons qu'on ait 1500 m² de dispo, on cale une puissance de centrale photovoltaïque de cet ordre de grandeur-là, et on regarde par rapport à l'orientation des toitures ce que ça donne en termes de production instantanée, quoi. Et donc ici, par exemple, on a une courbe de production pour un 300 kg, si je m'abuse. 300 kg, mois de décembre, donc période de production assez restreinte. Et 300 kg, on arrive à faire du 100 kW au 110 kW, les bonnes journées pendant ces mois-là, quoi. Par contre, en juin, qu'est-ce qui se passe? C'est que la base de production augmente drastiquement, puisqu'il y a plus de lumière plus tôt et plus tard. Et la centrale photovoltaïque atteint une puissance de 250, un peu supérieure à 250 kW. Donc là, de nouveau, on a plusieurs journées qui sont représentées. On voit que le 2 juin 2021, c'est pas terrible, puisque la centrale atteint péniblement les 90 kW. Et par contre, la plupart des autres journées, en général, ça se comporte assez bien, sauf peut-être ici le 1er juin, où dans l'après-midi, il y a une grosse couverture nuageuse qui s'est mise en place. Et donc ça, c'est des simulations basées sur la météo. Donc c'est pour ça que les courbes varient d'un jour à l'autre. Et ça permet du coup de calibrer et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va vraiment valoriser en termes d'électricité. Donc toujours au niveau de la réflexion de projet, un point important, vous normalement, vous n'êtes pas trop, en général pas trop loin des transformateurs, vu les raccordements, mais c'est les lignes HTA sur lesquelles ce genre de centrale se raccorde systématiquement, quoi. En tout cas, les centrales en injection totale doivent aller au transfo, se raccordent au transfo. Lorsqu'il s'agit d'une vente de surplus, ce qui se passe, c'est qu'on renforce la ligne basse tension entre votre compteur et le transformateur. Donc dans tous les cas, il y a souvent un câble qui doit être tiré ou, on va dire, rénové entre vous et votre compteur et le bâtiment en projet et le transformateur. Donc ce qui amène parfois à des prises de tête parce qu'on ne sait pas sur quelle... il y a plusieurs lignes HTA près d'un élevage, on ne sait pas sur quelle ligne Enedis va le brancher. Est-ce qu'on va avoir un déplacement de transfo? Est-ce qu'on va en mettre un neuf? Mais globalement, on peut dire que ce genre de... on reste en général sur des coûts de raccordement assez raisonnables, d'autant qu'Enedis prend une partie des coûts en charge, qu'on repaye ensuite via notre facture d'électricité, soit dit en passant, forcément. Mais en tout cas, voilà, on est souvent sur des coûts de raccordement de 15-20 000 euros maximum. Donc ici, l'élevage dont je vous montrais les courbes tout à l'heure, voilà la carto avec les lignes justement, la ligne HTA, une ligne HTA enterrée qui passe sur la route devant, et la desserte avec le transfo qui est directement dans l'exploitation. Alors là, typiquement, si on veut faire un projet sur ce transfo-là, il faut déjà partir du principe que le transfo va être déplacé sur la route parce que Enedis, ils n'acceptent plus d'aller sur des transfos dans les parcelles. Donc il y a déjà un petit coup de raccordement à prévoir à ce niveau-là. Donc ça, c'est des données qu'on regarde à chaque fois qu'on a une demande de projet sur des bâtiments. Donc le raccordement, une chose à considérer, si on est loin du transfo, comme on a parfois des petites exploitations qui ne sont pas une exploitation bovine par exemple, qui n'a pas des besoins d'électricité, assez souvent elle est en bout de ligne et parfois le transfo il est à 500 mètres. Donc là, attention, attention.
L'autre point qui va plus vous concerner, je pense, c'est quelle toiture, hein, donc au niveau toiture, on privilégiera les toitures en bon état, qui sont bien costaudes. Est-ce qu'il y a de l'amiante? Amiante, attention, les installateurs n'interviennent pas dessus. Donc il faut déposer le fibro amianté et mettre un fibro non amianté à la place, ou alors mettre du bac acier pour alléger un petit peu la structure. La charpente est-elle bien dimensionnée, ou faudra-t-il doubler les pannes ou mettre des contreventements supplémentaires? Donc ça, c'est des coûts de rénovation qui ne sont pas énormes, mais qu'il faut quand même intégrer dans le calcul. Alors la présence de cheminée, de poussière, d'ammoniac, donc lorsqu'on a beaucoup de mouvements d'engin, beaucoup de poussière qui est générée à certains endroits, si les panneaux sont juste à côté, il faudra prévoir un nettoyage tous les ans pour enfin dans tous les cas, il faut prévoir des nettoyages, mais il faudra peut-être les nettoyer plus que d'habitude. Donc tout ça pour dire qu'il y a moyen de faire des projets sur beaucoup de toitures, de types de toitures, mais il faut vraiment bien réfléchir à la charpente, qu'elle soit suffisamment costaude, que les cheminées ne soient pas dans le chemin, parce que de l'ombrage, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas bon pour la production photovoltaïque, et ça produit de la poussière. Donc voilà, point toiture. Après, des projets sur bâtiments de production, ça se fait. Hein. Le graphique qu'on a vu tout à l'heure appelé l'eau, le photovoltaïque est sur un engraissement. Donc, bon, les cheminées étaient bien placées et ça s'est fait sans problème, quoi. Et sur fibro. Donc, bon. Après, chaque bâtiment est unique. Alors, voilà, au niveau des toitures, on peut partir sur même sur de la stabule. Hein. Ici, stabulation aussi du côté de Saint-Brieuc. Toiture intégrée avec les panneaux qui jouent le rôle de la toiture, avec l'étanchéité et tout. Donc là, ça permet de conserver de la lumière dans le bâtiment. C'est surtout intéressant en stabulation. Donc ici, le même système sur un hangar de stockage. Ici, un hangar amianté, élevage laitier pour le matériel. Bon, les vrites amiantées a été enlevées, on a mis du bac acier à la place. Enfin, il n'est pas encore fait. Hein. Donc pour montrer que on peut travailler aussi sur des petits hangars comme ça. Et puis bon, sinon il y a les mastodontes, un bon monopente qui a été vraiment fait presque pour ça, et donc avec une belle toiture photovoltaïque par-dessus. Donc bon, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Donc au niveau production, l'idéal, forcément, on aura le meilleur productible. Donc le productible, c'est le nombre de kilowattheures par unité de puissance par an. Le meilleur productible, on l'a forcément en plein sud. Donc on voit l'effet que ça peut avoir de mettre sur une toiture plus plate, hein, puisque là on est à 30 degrés de pente. Une toiture plate, on est à 90% du productible qu'on aurait en toiture à 30 degrés. Nous, en bâtiment agricole, on va être entre les deux, hein, donc on sera vers les 95% du productible qu'on pourrait avoir sur une pente à 30 degrés. Donc ça, c'est un des avantages du monopente. Après, le monopente, ça coûte quand même, ça coûte quand même relativement cher. Et puis en plus, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué à les faire passer. Question qu'on a quand même régulièrement, c'est l'Est-Ouest. Hein. L'Est-Ouest, on passe de 100% de productible à 80%. Donc ça, c'est pour une pente à 30 degrés. Maintenant, l'avantage, c'est que vu que la toiture est plus plate, l'impact sur le productible est moins important que ce qui est annoncé là, quoi. Donc on a quand même une perte de productible d'environ 15% entre un plein sud et un est-ouest. Donc bon, ça, après c'est compensé par le fait que l'est-ouest aura une plage de fonctionnement légèrement supérieure à un plein sud. Hein. Vu que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on aura du coup une période de fonctionnement du photovoltaïque qui sera plus importante. Et donc, par rapport à l'autoconsommation notamment, c'est intéressant parce qu'on aura une plage plus large où le photovoltaïque va couvrir les besoins d'électricité de l'exploitation. Voilà. Et alors, un petit mot quand même, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais juste pour fixer des ordres de grandeur. Hein. Donc, on reçoit souvent des questions sur les trackers. Donc, juste pour fixer les idées, un tracker à puissance équivalente, toiture et tracker,
bah forcément il y a une différence de production assez importante. Un tracker de 21 kg watt-crête va produire, si on parle de 2000 heures de fonctionnement par an, ce qui est très élevé, hein, attention, on est sur 42 000 kWh de production annuelle. Une toiture équivalente en Bretagne, 1100 heures de fonctionnement par an, on est sur 23 100 kWh par an. Donc là, forcément, le tracker a un avantage. Maintenant, si on met la production à équivalente, on augmente la puissance de la toiture forcément pour avoir la même production. Et donc, on arrive à une toiture de 38 kW crête. Et donc, cette toiture de 38 kW crête va produire la même quantité d'électricité annuelle que le tracker. Et voilà le prix d'investissement, hein, on sera vers entre 35 et 40 000 euros pour la toiture. Et le tracker, 50 000 euros hors génie civil. Donc, il faut quand même mettre les fondations et faire la tranchée pour le câble. Donc, tout ça pour dire que, voilà, attention, souvent on dit le tracker c'est génial. Ça coûte quand même, pour faire la même chose, ça coûte quand même plus cher qu'une toiture équivalente. Évidemment, il faut que la toiture soit disponible, qu'elle soit adaptée, qu'elle soit prête à accueillir du photovoltaïque, quoi. Donc voilà, je vous ai montré un tracker, enfin une simulation, hein, à 2000 heures derrière. Attention que ce n'est pas forcément la réalité, hein. Nous, ce qu'on voit, c'est que les trackers ont des productions assez variables, hein. Et on a la production ici pour un tracker à Saint-Marcel notamment. Production 2020, production 2021, production 2021 qui est beaucoup moins bonne que la production 2020. Donc on a l'impression quand même que... alors est-ce que c'est à certains endroits que c'est comme ça? Mais les trackers ont l'air de subir un peu plus des variations climatiques ou météorologiques qu'une toiture photovoltaïque. Une toiture va rester toujours aux alentours de 1100 heures de fonctionnement, enfin adaptée en fonction de la localisation précise. Les trackers, d'une année à l'autre, ça peut faire quand même des sacrées différences. Puisqu'ici, l'année 2020, il était à 1900 heures et l'année 2021, il était à 1650. Donc prudence, c'est pour ça que je vous mets ici prudence sur certaines hypothèses quand vous avez une étude de tracker en main. Attention au productible, hein, parce que souvent il est un peu optimiste. Et attention à un deuxième paramètre, c'est l'augmentation du coût de l'électricité. Dans les études, il n'hésite pas à mettre 5% pendant 10 ans. Voilà, nous on préfère mettre 2% dans nos études pour être un peu plus prudent. Parce que... on se retrouverait rapidement à 25 ou 30 centimes du kilowattheure si on lisait ces études, quoi. Alors, je vous l'avais promis, chose due, les tarifs photovoltaïques. Donc là, vous avez les différents tarifs actuels jusque pour le premier trimestre 2022. Donc depuis octobre, on a cette nouvelle tranche qui s'est ajoutée, la tranche de 500 kW crête. Donc vous voyez que ça, c'est les tarifs historiques qui diminuaient chaque trimestre. Et donc ici, on a un nouveau tarif qui est apparu et qui est supérieur au tarif des plus petites centrales. C'est parce que l'arrêté tarifaire a mis beaucoup de temps à sortir. Et donc ça, c'est bloqué jusqu'au premier trimestre 2022 maintenant. Donc voilà, après, il faut s'attendre à des baisses. Il faut s'attendre à ce que ça baisse vers les 9 centimes 50 d'ici la fin de l'année, quoi. Au fil des trimestres, du coup. Et alors, la vente de surplus, le fameux système que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour les plus petites centrales, on a une prime à l'investissement et un tarif de rachat de l'électricité. Vous voyez qu'ici, ce qui nous posait souci sur cette configuration, c'était le 6 centimes du kilowattheure ici, qui n'est pas franchement folichon. Par contre, ici, on n'a plus de prime à l'investissement, mais par contre, on a un tarif de rachat à 9 centimes 80. C'est pour ça qu'on peut aller sur cette configuration-là, ça devient avantageux, quoi. Analyse de rentabilité, donc petit rappel de ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on regarde un projet photovoltaïque. Le productible. Le coût de la centrale, forcément, le coût de rénovation du bâtiment, si c'est un bâtiment existant un peu limite, la maintenance, l'exploitation, et alors, en fonction du projet, le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire la quantité d'électricité que vous allez effectivement valoriser sur votre exploitation, si vous faites de l'autoconsommation. Le coût de l'électricité achetée sur le réseau, plus vous payez une électricité chère, plus vite la centrale photovoltaïque va être amortie, hein, puisque... vous payez environ 14 centimes du kilowattheure hors TVA votre électricité.
Un éleveur qui a un contrat EDF à 17 ou 18 centimes, bah lui, il va amortir sa centrale beaucoup plus rapidement, quoi. Le coût du raccordement si on fait de la vente de surplus ou de l'injection totale, et tout de nouveau si on fait de la vente d'électricité, l'abonnement pour accéder au réseau et les taxes. Donc bon, ça fait pas mal de petites choses à regarder. Donc cette analyse doit être faite dans le cadre du renchérissement du prix des panneaux, hein, puisque bon là c'est les panneaux low cost, c'est pas ceux-là qu'on voit souvent sur les projets agricoles ici, mais les différentes catégories de panneaux prennent le prix des installations augmente parce que le coût des panneaux augmente suite aux tensions sur la logistique et avec le Covid, quoi. Alors, premier projet que je vous montre ici, vente totale d'électricité, 100 kW crête, avec 500 mètres carrés de panneaux, 550 mètres carrés de bâtiment du coup. Toiture sud, et donc ici, on est sur de la vente totale d'électricité, un chiffre d'affaires sur 20 ans de 207 403 €, une marge brute de 50 570 €, un taux de rentabilité d'à peu près 6%. Et une centrale qui engrange des bénéfices, un léger bénéfice pendant les 15 années de remboursement de l'emprunt. Et ensuite, les dernières années, on a vraiment le bénéfice qui s'améliore, quoi. Donc bon, ça c'est la durée du contrat, hein, 20 ans de contrat. Après, qu'est-ce qui se passera? C'est que vous pourrez continuer vous allez faire un autre contrat sans doute dans 20 ans, et vous allez continuer à vendre de l'électricité à un acheteur qui sera peut-être EDF, qui sera peut-être Enercop, qui sera peut-être ENI, Total, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura quelque chose, quoi. Donc là, on reste sur 20 ans, mais il faut partir du principe que ça va continuer après, quoi. Donc c'est clair que la centrale ne paye pas entièrement le bâtiment, mais elle paye quand même une partie du bâtiment, et ça reste quand même assez intéressant, quoi. Deuxième configuration, le 300 kg. Je vais aller un peu plus vite, hein, parce que je pense que je suis un peu en retard. Donc 300 kg en plein sud, chiffre d'affaires de 640 000 € sur 20 ans. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. La marge brute, le bilan cumulé est à 251 000 €. Sur un 1700 mètres carrés, on commence à avoir un bâtiment qui s'amortit complètement, quoi, ici. Et en tout cas pour charpente barnage. Et oui, un taux de rentabilité qui s'améliore à 9,3%. Donc on est aussi dans une configuration qui est bien meilleure, hein. Ça c'est l'avantage. C'est que les 300 kg, on a une économie d'échelle sur les panneaux, on paye moins cher par panneau installé, vu qu'on en installe plus. Et on amortit aussi beaucoup mieux le raccordement. Le raccordement qui a un coût fixe, plus on met de panneaux photovoltaïques dessus, plus on va l'amortir facilement. Donc voilà, ça c'est du coup pour du sud. Si on met la centrale en est-ouest, est-ce que ça reste intéressant? Sur un bâtiment existant, donc on a intégré un coût de rénovation charpente à 30 € du mètre carré. On a un chiffre d'affaires de 582 000 €, un bilan cumulé à 142 000 € et un taux de rentabilité de 5,4%. Donc la rentabilité est moins bonne, mais ça reste rentable, même sur un bâtiment existant, et en prenant en compte l'ensemble des charges qui vont se répercuter, dont l'assurance, etc., etc., quoi. Donc vente d'électricité, OK. Et ensuite, un projet en autoconsommation, vente de surplus, pour montrer une comparaison. Sur un élevage porcin, naisseur-engraisseur, 400 truies, toiture sud, bâtiment neuf, où là, du coup, le bilan économique en vente de surplus est affiché ici. Donc déjà, cette centrale, vu la courbe de consommation de l'élevage, etc., suite aux mesurages qui ont été faits, on a une autoconsommation à 31% et une autoproduction à 41%. Donc ça veut dire qu'il y a 31% de la consommation de l'élevage qui est assurée, de la production de la centrale qui est vraiment utilisée par l'exploitation agricole. Et l'élevage assure 41% de sa consommation annuelle d'électricité avec cette centrale de 300 kg. Donc sur 20 ans, chiffre d'affaires 698 000 €, donc on est quasiment à 700 000 €. Le bilan cumulé, il faut que je change marge brute, il faut que je mette bilan cumulé à la place, 300 000 € quasiment, et un taux de rentabilité, vous voyez, qui n'a plus rien à voir, qui augmente par rapport à la configuration en vente totale,
d'électricité, on est sur les mêmes hypothèses de raccordement, etc. etc. Un petit mot sur la charte qualité régionale, hein, puisque bon, vous avez des listes de constructeurs de bâtiments agréés charte qualité. Bon, c'est des bâtiments. Et vous avez aussi les installateurs photovoltaïques sur la charte qualité avec lesquels on travaille régulièrement, dont Emeraude Solaire, Entech, Solewa ou encore IEL. Vous connaissez peut-être certains noms pour voir les publicités sur les journaux agricoles. Donc cette liste, je peux vous la fournir quand vous le souhaitez. Donc au niveau des procédures de raccordement, un petit mot quand même. Donc tout commence par la demande de raccordement que l'installateur normalement va réaliser. Donc pour ça, vous faites la demande de raccordement chez Enedis. Une fois que la demande est jugée complète, c'est le T0. C'est à ce moment-là que le tarif photovoltaïque est verrouillé. Donc le fameux 9 centimes 80 qui risque de diminuer au fil des trimestres. Ensuite, il y a la convention de raccordement direct qui est envoyée au producteur. Donc c'est là que se chiffrera le coût du raccordement. Hein, ça dépendra des travaux qui seront à réaliser pour vous raccorder au réseau, pour raccorder la centrale au réseau Enedis. Et ensuite, il y a toute une série de séquences qui sont présentées ici. Donc, accord, vous avez 3 mois pour marquer votre accord sur la convention de raccordement. Ensuite, Enedis à 9 mois pour faire les travaux de la réalisation des travaux. Et ensuite, vous avez 2 ans pour aboutir à l'injection sur le réseau, quoi. Donc, pour donner des ordres de grandeur en termes de temps, Enedis est bien chargé en travail. Donc, voilà, les 3 mois, j'espère qu'ils vont réussir à les tenir pour tous les projets, quoi. Donc voilà. Alors un dernier mot, on est 3 sur la région pour les projets photovoltaïques. Mes collègues Pierre et Hervé sont également à votre disposition pour répondre à vos projets, à vos questions. Donc bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Nathalie Amis. Donc, moi, je travaille au Crédit Agricole au sein de l'équipe Pôle économie de l'environnement, donc une équipe dédiée pour accompagner nos agriculteurs dans leur réflexion sur leur projet d'énergie renouvelable. Donc, on nous avait demandé de revenir sur la rentabilité de projet. Donc, Laurent a déjà bien dégrossi le morceau, comme on dit. Donc, on va aller assez vite sur cette partie-là. Et puis, donc, Benoît va intervenir sur la partie plutôt analyse financière, comment on intègre les projets, notamment en autoconsommation, dans nos études. Donc, on a établi 3 hypothèses. Donc, la première porte sur l'autoconsommation totale, avec un dimensionnement qui est adapté au profil de consommation de l'éleveur. Donc, on est parti sur une puissance de 150 kW crête. Donc, après, en découle le coût de l'installation. Hein. Donc, nous, on retient à peu près, là, je suis partie sur 860 € du kilowatt crête installé. 174 € par mètre carré de toiture, hein, si on retient 750 mètres carrés. Donc ça nous fait un bilan à hauteur, une trésorerie cumulée sur la base d'un financement de 10 ans de 310 000 €. Quand en autoconsommation avec vente de surplus, on atteint 470 000 € avec un taux d'autoconso projeté à 60% et une couverture des besoins à 35%. Et en vente totale, au tarif de 9,80 sur la même puissance des 300 kW crête, on arrive à un bilan de 320 000 €. Donc ça correspond à ce que disait Laurent sur le fait que les installations d'autoconsommation avec vente de surplus, en termes de rentabilité, je dirais que quand on a la possibilité de le faire avec la surface de toiture qui va bien, l'exposition aussi des bâtiments qui vont bien, ça a du sens, quoi. D'autant plus quand le coût de l'électricité, votre coût du kilowattheure est élevé. Donc moi j'ai retenu une indexation un peu plus importante. Après aussi, le bilan, là ce sont des hypothèses, et le bilan financier, ça dépend aussi des hypothèses que l'on retient. Moi j'ai tenu une indexation du coût du kilowattheure à 3,5%.
Donc on peut avoir aussi une majoration de la trésorerie un peu plus importante. Donc j'avais effectué aussi une comparaison avec la solution Tracker, parce qu'effectivement, on est souvent sollicité sur cette solution technique. Donc c'est une solution qui a le mérite d'exister et qui convient effectivement dans certains cas quand on n'a pas forcément de toiture disponible ou quand pas de bâtiment forcément adapté, ça a du sens. Maintenant, pour autant, c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue purement économique, sans intégrer les éventuels travaux que l'on a effectués ici, on voit que d'un point de vue économique, l'avantage quand même reste effectivement pour les installations sur toiture, avec un effort à consentir pour la partie tracker. Donc là, je suis partie sur un financement de 12 ans. Si on part sur 12 ans, dans le cas du tracker, compte tenu de l'investissement initial de 212 000 comparé à 130 000 euros, ça nécessite un effort de trésorerie à consentir par l'exploitation. Mais là encore, je précise qu'on n'a pas tenu compte des éventuels travaux sur la charpente ou la toiture du bâtiment, éventuellement support de la centrale solaire. Donc après, dans vos réflexions que vous pouvez avoir aussi, c'est, donc là je m'éloigne un peu du PV, c'est aussi de mixer en fait vos projets d'énergie solaire avec d'autres ressources que vous avez sur l'exploitation. Donc vous pouvez avoir, alors je crois que vous avez déjà eu une intervention de Nénuphar, vous pouvez avoir aussi là vous avez des effluents sur vos exploitations qui peuvent être valorisés pour couvrir aussi une partie de vos besoins d'électricité ou vos besoins de chaleur. Donc ça peut être des choses aussi intéressantes à regarder sur cette partie-là. Et donc j'ai que 2 diapos. La première, c'est un peu les questions que nous on se pose quand on analyse un dossier. Et la deuxième, c'est un exemple d'un prévisionnel avec un éleveur qui avait des projets d'énergie renouvelable et qui avait des projets de développement en port. Donc les questions que nous, on va se poser, effectivement, c'est des critères objectifs, c'est le prix d'équilibre, les annuités au 100 kg, la marge de sécurité qu'on va avoir. C'est pas parce qu'on fait de l'ENR qu'un projet n'est pas viable, vous le savez mieux que moi. Et effectivement, l'économique, on parle aujourd'hui beaucoup d'RSE, d'acceptabilité sociale ou sociétale, mais à un moment donné, on est obligé d'avoir des équilibres financiers et une rentabilité économique. Qu'on oublie des fois quand on écoute un peu les médias. Et donc, on va regarder effectivement ces 3 critères-là de près. Le critère qu'on se doit de corriger aujourd'hui, c'est les annuités au 100 kg, parce qu'effectivement, quand on voit le poids de certains investissements d'énergie, si on raisonne toujours avec notre repère à 16 ou 17 euros des 100 kg, enfin 16 centimes de poids d'annuité, à un moment donné, on ne passera plus si on consacre, c'était monsieur qui évoquait une part importante un peu de méthanisation, de Nénuphar ou de panneaux solaires. Et les critères un peu plus subjectifs qu'on va nous analyser quand les dossiers arrivent à notre niveau, c'est la cohérence globale. Effectivement, lorsqu'on a un projet de développement, on peut avoir effectivement du sens à évoquer de la lisiothermie, le récupérateur de chaleur, le Nénuphar, mais on va regarder comment il s'intègre et quel est le retour sur investissement. La capacité du dirigeant à porter le projet. C'est vrai qu'à un moment donné, ça paraît un peu bête peut-être ce que je dis, mais à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et c'est vrai que si on sent qu'un dirigeant a déjà, des fois, est un peu en tension en termes de main-d'œuvre, en termes de pilotage, et qui nous annonce un projet de diversification énergétique à 1 million d'euros, bon voilà, c'est un point de vigilance que nous, on peut avoir. L'acceptation sociétale, on ne regarde pas que ça, mais malheureusement, on voit des dossiers aujourd'hui qui sont un peu sur une ligne de crête à cause de problèmes de voisinage. On peut se dire, mais c'est pas une science exacte, les relations humaines, mais que parfois en investissant dans la diversification énergétique, on peut un peu avoir une image qui est un peu meilleure. Et vous avez vu ce que j'ai dit au départ, on ne peut pas acheter que l'image, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait de la rentabilité, mais si on peut conjuguer les deux, c'est pas mal. Le risque de marché, bon, sur le solaire, on l'a moins puisqu'on est sur des tarifs qui sont réglementés. Aujourd'hui, les cogénérateurs en maraîchage, donc jusqu'à présent, étaient aussi sur des contrats EDF obligation d'achat,
qui se terminent actuellement et ils vont arriver demain sur le marché libre, ce qui va arriver à des producteurs, il y a sûrement des gens qui vont installer des panneaux solaires avec des contrats de 20 ans. Demain, vous allez arriver sur le marché libre. Nous, on intègre aussi ce risque de marché. Je vais vendre demain à un agrégateur. Si l'agrégateur dépose le bilan, nous, on doit l'analyser. Donc là, on peut aussi faire appel à des filiales qui peuvent aussi mesurer ou qui ont déjà cette confrontation-là, notamment avec l'éolien. Aujourd'hui, on a l'éolien qui n'est plus en EDF obligation d'achat. Il y a deux manières de vendre du courant. Soit je suis sur EDF obligation d'achat, j'ai un tarif, je n'ai pas de questions à me poser. Mais demain, on va rentrer sur des marchés, il y aura un risque aussi pour les marchés. Le gros point de vigilance que j'aurais à donner, mais enfin, vous allez vous dire, mais il est contre l'ENR, c'est pas du tout ça, parce qu'on a, on a une cellule spécifique et nous, on l'accompagne. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas saturer la capacité d'endettement et compromettre des investissements essentiels. Il y a toujours un peu un bon tempo pour investir dans une entreprise. Je dirais, si je prends un exemple, si j'ai un élevage où j'ai une mise en cohérence à mettre, j'ai peut-être l'opportunité de valoriser les céréales. C'est sûrement des retours sur investissement qui vont être peut-être à faire avant de rentrer dans des investissements très lourds type tracker. Donc, voilà, si par exemple j'ai beaucoup d'encaissement extérieur et je travaille à les rapatrier, si je me ramasse 300 000 € de tracker, est-ce qu'à un moment donné on ne va pas saturer la capacité d'endettement? Même si les trackers vont amener de l'argent, à un moment donné, on sait très bien que le poids d'un bilan, c'est le poids d'un bilan. Et donc, le taux d'endettement, c'est les fonds propres sur le total bilan. Donc, si je fais grossir mon bilan en faisant beaucoup d'énergie renouvelable, il ne faut pas que ça m'empêche de valoriser les céréales ou de rapatrier les endettements. Ce sont les investissements qui sont les plus rentables aujourd'hui. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on part de l'EBE prévisionnel, on corrige l'EBE de la conjoncture moyenne. Voilà. On essaye que tous nos dossiers soient traités de la même manière, c'est-à-dire qu'on prend un EBE, et puis si on considère que le comptable a été un peu trop optimiste, on le corrige. Si on considère qu'il a été un peu trop pessimiste, on le corrige. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était pour vous expliquer cette ligne-là. Ensuite, on intègre bien sûr la troisième ligne, c'est les annuités qu'avait le client avant de porter son projet. Les annuités des demandes. Donc les fameux, là il y avait 219 000 € d'investissement dans ce dossier-là. Et puis après, on vient consommer le BE classiquement, vous connaissez ça, prélèvement privé, les frais financiers et la marge de sécurité. À ce moment-là, on ne retraite pas la partie ENR parce qu'on considère que dans le BE prévisionnel, le boulot a été fait, c'est-à-dire qu'on est venu diminuer les charges énergétiques, puisqu'ici il y avait de l'économie d'énergie. Ensuite, on décompose jusqu'au prix d'équilibre. Donc là, on ne retraite pas non plus dans le prix d'équilibre, puisque dans le prix d'équilibre, c'est la résultante des économies de charges de structure. La correction en fait qu'on va faire, c'est on va venir ici, donc on raisonne nous à nuitée au 100 kg, et pour que effectivement on ne soit pas en train de comparer un éleveur qui n'a aucun investissement en énergie et un autre qui en a fait plein, et qu'on dit il y en a un qui est à 25 € d'annuité au 100 kg et il y en a un autre qui est à 10 €. C'est là qu'on vient traiter. On va retirer en fait l'intégralité des annuités qui pèsent sur les énergies renouvelables, de la même manière que des éleveurs qui ont des cultures de vente. Pareil, on ne va pas parler de la même chose entre quelqu'un qui a 300 tris et 20 hectares. Il n'y a pas le même parc matériel que quelqu'un qui a 300 tris et 300 hectares. Donc celui qui a 300 hectares, on va corriger les annuités par 200 € par hectare. On va venir retirer aux annuités qui payent une charge fixe forfaitaire de 200 € par hectare. On va retirer les annuités du poste énergie. Et puis on traite aussi le façonnage en retirant 50%, en rajoutant 50% du façonnage. En considérant que on ne peut pas avoir la même charge d'annuité si on a du façonnage ou si on a de l'engraissement. Et donc on arrive à un ratio d'annuité au 100 kg qui est calculé toujours de la même façon. Donc je retire les annuités culture, je retire les annuités solaires et je rajoute le façonnage. Voilà là. Si je reste que dans le périmètre de la partie approche des dossiers énergétiques, on ne fait pas plus que ça. Et donc c'est comme ça qu'on calcule notre moyenne, c'est-à-dire que on prend une conjoncture port-aliment qui, on part à 50, on considère que sur les 9 années passées, c'était 54 centimes la marge sur coût alimentaire, aliment du commerce. Quoi. Donc c'est ce repère-là qu'on a. L'aliment du commerce, il est communiqué tous les ans. Le prix du porc est communiqué. Et donc on regarde si le prévisionnel est au-dessus de 54, on vient stresser le BE. Si le prévisionnel est en dessous, on vient l'améliorer. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller stresser toujours les dossiers, c'est d'essayer de le plus près. Quoi. Et donc là, dans ce dossier-là, on voit apparaître là, on avait un aliment coût matière. Vous voyez l'erreur qu'on a fait. Donc voilà,
on s'est bien planté. Enfin, on s'est bien planté. On était à 215 € de coût matière. On considérait un aliment du commerce à 240, un cadran à 1,40 €. Donc le prix de vente était à 1,56 €. Donc effectivement, nous, on était venus, ça c'était le CERF France qui nous avait produit ça, c'est pas une critique, on était venus stressés de 200 000 €, parce que déjà on considérait qu'on s'éloignait. Mais en janvier 2021, c'était les chiffres que tout le monde pensait qu'elle allait. Donc on l'a stressé de 200 000 €. Les 200 000 €, c'est quoi? C'est les 62 centimes qu'annonçait le CERF France et les 54 qu'on a vécu sur les 9 années passées, quoi. Après, l'énergie va venir normalement, va être neutre dans tout ça. Enfin, neutre, il n'empêche que petit à petit, si les éleveurs investissent dans l'énergie, enfin, nous, on a confiance à cette filière-là, c'est petit à petit, finalement, ça va donner quand même des gains de compétitivité par rapport aux autres bassins de production. Enfin, on voit ça, donc, mais on ne peut pas se permettre effectivement d'aller faire exploser les prix d'équilibre en investissant à tout va dans l'énergie. Il faut toujours trouver, à notre sens, le bon équilibre, quoi. Puis il faut bien se dire que pendant la période de remboursement, sauf si effectivement on part sur de l'autoconsommation avec vente de surplus, mais pendant la période de remboursement, on est à l'étal. On va essayer de trouver, je dirais, le point d'équilibre en nombre d'années. Donc pendant, par exemple, si on rembourse sur 10 ans, pendant 10 ans, on va neutraliser cette charge, en tout cas une partie de notre charge électrique, notre charge énergétique, mais bon, ça ne génère rien en termes de trésorerie, quoi. Puis après, il y a un critère qui est plus dur à comprendre, c'est qu'effectivement, on va dire, de toute façon, si j'investis dans 100 000 € de solaire qui me rapporte 10 000 € par an, j'amortis sur 10 ans, de toute façon, c'est neutre. Oui, c'est neutre, mais à un moment donné, c'est la réalité financière. Si je fais trop gonfler mon bilan et que je suis endetté à 95% ou à 100%, ça sera forcément plus dur d'aller faire des investissements. On anticipe aussi une transmission, donc ça permet aussi de valoriser son outil et quelque part, le repreneur aura aussi cet avantage-là, puisque si vous optez en tout cas pour un projet d'autoconsommation, même avec revente, en tout cas, le repreneur aura cet outil-là qui lui permettra aussi de réaliser des gains sur cette charge-là. Mais d'autant plus qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler du sujet de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et ça c'est un vrai sujet qu'aujourd'hui, en agriculture, tout le monde en parle, et donc ça répond effectivement, ça implique, on parlait des attentes sociétales, on y est, quoi. C'est aussi des projets qui montrent aussi les efforts qui sont faits par la filière pour répondre à ces attentes-là. Et d'un point de vue économique, quand on regarde ce que ça peut générer, c'est quand même pas neutre. Effectivement, c'est peut-être pas la poule aux œufs d'or, mais c'est pas neutre non plus. Donc, moi, je suis convaincue que ça reste un point intéressant, en tout cas, pour valoriser les outils. Et donc, quand on vend un outil, quand nous, on analyse la reprise d'un outil, il y a 3 manières de définir le prix. Il y a la valeur patrimoniale avec combien j'ai de place d'engraissement, quelle est la valeur globale de mon outil. Mais aujourd'hui, la première chose qu'on regarde, c'est un EBE. Donc, quelque part, quand vous allez faire des investissements de ce type-là, vous allez quand même doper un peu votre BE. Et donc, quelque part, ça va aussi attirer la banque. Après, ça peut être effectivement un souci de se dire, mais est-ce que je vais réussir à transmettre le paquet? Parce que si j'ai et du foncier, et un élevage, et en plus du solaire, on peut avoir une troisième voie qui dit, est-ce que je ne prévois pas, à un moment donné, déjà, de pouvoir loger le solaire ailleurs, et puis de louer la toiture de mon jeune, et puis de continuer, moi, avec le solaire. Voilà. C'est aussi des pistes. Mais à un moment donné, des fois, on est un peu en fin de carrière, on a moins de charges. Bon, là, parler de charges et d'optimisation fiscale, c'est un peu déplacé dans le moment, mais on va espérer, on va croire que les choses vont s'améliorer. Des fois, c'est aussi d'aller rechercher un investissement pour payer une partie de l'investissement via de l'économie d'émetteur et d'impôts. Mais c'est vrai que quand je parlais du jeune, peut-être qu'il ne faut pas mettre la chèvre avant les bœufs, qu'il y a de l'engraissement à rapatrier, qu'il y a des valorisations de céréales à faire avant. Mais souvent, quand on arrive dans vos tranches d'âge, c'est un peu le contraire. Je dirais que c'est plutôt même la cible, d'avoir un élevage qui est en croisière. On a à peu près fait le tour. Et on va donner encore un attrait de plus à son élevage. Après, on vendra un EBE. Mais aujourd'hui, les élevages, on a encore quand même des transactions qui se font. Et les élevages qui ont été rénovés régulièrement, on a des dossiers et on les finance. Donc c'est chez Bernard Cogan à Châteaulin. Donc c'est mis en fonctionnement en février 2021.
Il a posé 260 mètres carrés de panneaux, donc sur son stockage de céréales. Donc construit dans les années 2000, enfin c'était 2002, 2001 ou 2002. Donc on était en charpente métallique, fibro non amianté. Donc puissance installée 55 kW. Donc production sur l'année 2021, 57 470 kW. Consommation totale de l'élevage 147 000 kg. Valorisation en propre 56 508. Donc il a quand même valorisé 98,3% de la production des panneaux. Donc investissement de départ 43 000 euros. Donc moi j'ai pour baptiser, donc production sur 10 mois 57 000. Si je ramène sur l'année, ça ferait aux environs de 67 000 kilos. À 11 centimes, je suis à 7 370 euros de gain par an. Donc retour sur investissement quand même de moins de 6 ans. Et c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 55 ans, 66 ans, et qui va faire un bâtiment, mais pour louer après. Il n'empêche que l'énergie reste un poste important sur nos élevages. Et voilà, forcément, on se pose des questions, que ce soit tout à l'heure comme toi, dans la future transmission. Enfin voilà, voilà, j'espère qu'on a répondu un petit peu, on a balayé un petit peu sur l'ensemble des choses. Non seulement la première partie ce matin où on a fait. Moi, je pense qu'on a vu aussi, on a découvert qu'on avait peut-être pas mal de points d'économie à faire avant déjà de commencer à lancer la partie investissement. Déjà, on a pas mal de petites choses à revoir un peu dans nos élevages, des petites astuces comme ça pour moins consommer. Puis voilà, après les différents types, qu'on soit sur du photovoltaïque, alors il en existe d'autres. On s'est focalisé aussi aujourd'hui beaucoup sur le photovoltaïque parce que voilà, il est on va dire qu'il est en, je ne sais pas s'il n'est pas plus tendance, mais économiquement, on sait que c'est quelque chose qui tient à peu près la route. Comment ? Ouais, voilà, il y a du recul et toutes ces choses-là. L'éolien chez nous, bon, faut éviter, c'est pour éviter, c'est pour se faire des copains, ça, dans les environs en général. Donc, bon, c'est pas forcément peut-être pour nous, quoique. Non. Mais bon, voilà, j'espère que ça a répondu à pas mal de vos interrogations. C'est là, et je trouvais bien parce que ce matin, vous n'oubliez pas dans votre document, vous avez quand même tout un tas de repères aujourd'hui pour vous, quand vous allez prendre votre facture, en général, de ce que vous consommez par rapport au nombre d'animaux que vous avez sur place. Vous avez aujourd'hui des repères de savoir si vous êtes déjà au moins dans la moyenne ou complètement au-dessus ou pas. Ça permet déjà de vous jauger avant des fois de se lancer des fois dans des projets en faisant un bon état des lieux chez vous et de se dire où est-ce qu'on est déjà, où on met la barre. Je pense qu'on vous sollicitera après, puis peut-être qu'on balayera à terme après d'autres types de solutions. Hein. Mais bon, on en a déjà vu quand même pas mal entre ce matin, entre les systèmes de pompe à chaleur, tout ce qu'on a vu, le photovoltaïque, on a déjà fait un tour assez complet sans aller au-delà. Ou des projets comme a fait Roland, une métallisation qui sont là, c'est encore autre chose. Ça, là, c'est beaucoup plus chronophage. On n'est pas du tout dans le même. C'est pas la même chose tout à fait.